Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de cet entretien exclusif avec un invité dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété intellectuelle au Bénin. Et dans ce cadre, mon invité va nous aider à comprendre ce qu'on appelle l'écosystème, bien sûr, de l'innovation. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Faites-vous connaître un peu plus à nos téléspectateurs. Alors, déjà, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse de me retrouver sur ce plateau avec vous au bout de cette semaine très intense en échange de connaissances et de savoir. Alors, je suis la docteure Mafini Dosso. Je suis économiste de l'innovation. Et je suis présidente de l'OITID, qui est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de l'innovation, le soutien et l'accompagnement aux entrepreneurs et le plaidoyer auprès des décideurs publics. Nous, ce qu'on aime faire à l'OITID, c'est activer les écosystèmes d'innovation locaux pour pouvoir contribuer au développement local. Ma première question serait de vous demander, est-ce que véritablement les décideurs africains vous écoutent ? Je dirais que les décideurs africains nous écoutent depuis longtemps. Parce que vous savez, si on remonte un tout petit peu 10 ans en arrière, la première politique à l'échelle continentale de sciences, technologies et innovation est parue en 2014. Mais avant, il y avait bien sûr des efforts qui étaient faits pour soutenir la recherche. Maintenant, ce qui a changé, c'est l'échelle, l'ampleur et bien sûr la disponibilité de certains financements combinés avec une meilleure compréhension de ce que c'est l'innovation et de comment on gouverne les écosystèmes d'innovation. Justement, parlant d'écosystèmes d'innovation, comment peut-on définir, comment peut-on comprendre pour ceux qui vous regardent en ce moment, qu'est-ce que c'est que l'écosystème de l'innovation, professeur? Alors vraiment, pour rester en termes simples, quand on parle de la notion de système, on parle d'un ensemble de nœuds qui sont connectés, d'accord, par des relations. Donc, un écosystème fait référence à un système dans une plus petite dimension. Et les nœuds, ce sont différents acteurs qu'on connaît très bien, qui peuvent être des universités, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des structures étatiques, qui peuvent être des organisations à but non lucratif, qui peuvent être des personnes de médias. Comment ces différents acteurs vont interagir entre eux? On comprend la relation de finance, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des relations d'échange de connaissances, d'échange de technologies, qu'il y a des relations également, par exemple, des interactions sociales. Donc l'innovation, l'écosystème de l'innovation, c'est l'intensité de ces liens entre ces différents nœuds, donc l'intensité des liens entre les différents acteurs qui contribuent directement ou indirectement à faire éclore l'innovation ou à faire émerger des innovations dans un espace donné. Donc on dira l'écosystème d'innovation, par exemple, de Cotonou, l'écosystème d'innovation d'Abidjan. Et donc c'est cette intensité des relations exactement qui va donner ou pas l'émergence de nouveaux produits, de nouveaux services, donc fondamentalement de nouvelles solutions à nos problématiques et défis locaux. Plus l'écosystème est dense, plus il produit de la connaissance, plus il produit de l'innovation et plus, bien sûr, il peut contribuer à répondre à des problématiques spécifiques ou générales qu'on peut rencontrer au cours sur la trajectoire de développement économique et social de nos pays. Parlons alors de l'innovation. L'innovation, c'est, si je comprends bien, c'est innover, c'est faire quelque chose de nouveau, peut-être que personne n'a déjà eu à faire. Je ne sais pas si c'est... Alors vous savez, on dit souvent que quand une personne a une idée, on a 1000 autres personnes dans le monde qui ont la même idée. D'accord? Donc, nous, on fait une différence. Je vous ai dit au début que moi, je suis économiste. Donc, nous, on veut compter ces innovations. Pourquoi? Parce qu'on veut voir si elles impactent la productivité des entreprises, si elles impactent les performances commerciales des entreprises, mais aussi si elles impactent les performances des nations. Est-ce que les nations qui innovent le plus ou dans certains domaines sont celles qui ont le plus de croissance, sont celles qui sont capables de générer plus d'emplois, sont celles qui sont capables d'avoir les meilleures performances à l'export? Donc ce sont ces questions qu'on se pose autour de l'innovation. L'innovation en tant que telle va apparaître sous une forme, la forme d'un produit, par exemple. Ça peut apparaître sous la forme d'un produit entendu équipement ou produit agroalimentaire. Ça peut apparaître sous la forme d'un nouveau service. Il y a déjà 10 ans, 15 ans en Afrique, on n'avait pas les services de livraison à domicile et tout. Et puis, ça peut apparaître aussi comme une nouvelle méthode organisationnelle. Pensez quand on a eu la Covid,
comme on a dû réaménager le travail avec le travail à distance, et puis ça peut apparaître bien sûr sous la forme de nouvelles sources d'approvisionnement. Et donc, conclusion, ça veut dire que l'innovation n'est pas quelque chose d'absolument nouveau. En vérité, on est plus dans des schémas d'adaptation et d'adoption d'innovations technologiques ou non technologiques qui sont développées ailleurs, et puis on va bien sûr les contextualiser pour répondre à nos problématiques spécifiques. Les cartes bancaires prépayées existent depuis très longtemps, mais c'est maintenant qu'on a en Afrique de l'Ouest Jamo et puis d'autres types de cartes prépayées qui sont d'ailleurs faites par des acteurs de l'économie financière ou des secteurs de la banque comme Mastercard et Visa qui commencent à faire sortir leurs propres cartes. Mais ça existe depuis bien longtemps en Europe. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas innovant? Si, on est innovant parce qu'on est en train d'innover même dans l'échelle d'adoption de ces moyens de paiement-là issus des entreprises qu'on appelle les fintech. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'innovation. Donc l'innovation, oui, il y a de la création, mais il y a aussi de l'adoption et de la diffusion. Vous êtes économiste, je voudrais le rappeler, vous êtes économiste et lorsqu'on parle d'économie à côté de l'innovation, de l'écosystème et tout ça, si on considère l'Afrique de l'Ouest, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec l'innovation? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que réellement l'innovation, à comparer avec les pays occidentaux, on peut donc espérer que l'Afrique a décollé? Je vais répondre. En tant qu'économiste, il faut dire déjà que la nature et la portée des innovations qui sont développées dans les systèmes nordiques, on va dire dans les pays occidentaux, les pays qui sont un peu plus développés, vont être différentes des innovations qu'on va avoir dans nos écosystèmes aussi. Mais c'est parce que les défis aussi sont différents. Les problématiques sont différentes. Les cultures sont différentes. Les traditions, les habitudes, les façons de réfléchir, de fonctionner sont différentes. Donc, tout ça influence la capacité d'un écosystème à créer des nouvelles choses, à diffuser des nouvelles solutions ou même à les exploiter dans différents contextes. D'accord? Une région où il fait froid toute l'année, c'est pas la même chose qu'une région où il fait chaud toute l'année. Donc déjà, il y a des solutions qui seront mises en place pour le chaud d'un côté et puis des solutions qui seront plus mises en place. C'est vrai qu'actuellement, vous me direz, on a le changement climatique. Mais on a la différence déjà parce que l'innovation part d'un problème à régler, a priori, ou d'un problème anticipé qu'on veut régler. Exemple, le changement climatique, d'accord? Quoique certains disent qu'il est déjà là maintenant. Donc, si vous partez du fait que les problèmes sont différents... Mais vous ne sentez pas qu'il est là. Non, mais c'est pour dire qu'on ne sent pas qu'il est là. Enfin, je veux dire, tout le monde ne le sent pas de la même façon. C'est juste ce que veut dire. Tout le monde ne le voit pas comme une priorité. Maintenant, ça va dépendre, d'accord? On a de plus en plus de sécheresse. L'important, c'est est-ce que les innovations, peu importe l'endroit où elles sont créées dans le monde, peuvent nous aider à résoudre des problématiques locales. À la fin de la journée, c'est ce qu'on veut. Résoudre des problématiques locales dans l'éducation, dans la santé, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans les domaines des processus industriels, la qualité, la conformité, et puis bien sûr dans d'autres domaines qu'on pense, exactement dans l'économie numérique, on a besoin d'encore plus d'innovation. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des infrastructures qui sont qui nous offrent un certain débit et une certaine qualité de l'Internet? On n'y est pas encore, donc il faut encore qu'on innove. Donc il faut que l'écosystème, pour revenir à la base, se renforce en renforçant les forces des acteurs individuels, mais aussi les forces et l'intensité et la qualité des relations entre les différents acteurs. Pensons par exemple entre les universités et le secteur privé ou le monde de l'industrie. Et où en est la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'écosystème africain? Alors, c'est un abus de langage sur lequel il faut être prudent. Mais bien sûr, un jeune Africain qui veut vendre ses produits de l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud, par exemple, lui, il voit l'ensemble comme un écosystème. Parce que, par exemple, figurez-vous que je pensais à une entreprise qui est, par exemple, dans la fabrication d'un téléphone local africain, qui est une entreprise qui est basée en Guinée, à Conakry, qui a ses développeurs au Cameroun, voilà, qui a son financier au Sénégal, et puis qui a des personnes qui font du développement commercial en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali. Donc, vous voyez, on appelle ça la gestion des équipes à distance. Donc, même dans l'organisation, on est déjà dans une innovation. Donc, elle peut dire,
l'écosystème africain. Voilà, mais quelqu'un qui cherche à vendre, par exemple, on va dire, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure un répulsif pour moustique fait à base uniquement d'ingrédients naturels. Ici, dans les zones en bordure de mer, Lomé, Abidjan, Cotonou, etc., lui, il va peut-être vous dire, ah, nous, c'est l'écosystème ouest-africain. Voilà, donc tout va dépendre de la perspective et surtout du marché cible. On oublie parfois dans l'innovation le marché. C'est le marché ou l'usage social qui va donner la valeur aux nouveaux produits, nouveaux services et nouvelles méthodes organisationnelles ou d'approvisionnement qu'on va mettre en place. Sous-entendu, le marché et l'usage social donnent la valeur à l'innovation. Elle est déjà différente. Maintenant, ce qu'il faut dire en termes de performance, tout dépend à quel niveau vous regardez. Est-ce qu'on parle des performances des universités? Moi, je dirais que les universités sont quand même en train de se positionner, on va dire, progressivement sur la carte de production des savoirs au niveau régional et puis progressivement au niveau mondial. C'est beaucoup plus lent, d'accord? Si on regarde côté start-up, on peut dire que la Côte d'Ivoire a quand même certaines start-up qui ont levé quelques millions d'euros dans ces dernières années et surtout depuis que certains aspects régulatifs ou institutionnels ont été mis en place, notamment avec la loi pour les startups, c'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai aussi au Sénégal, hein, et puis avec les avancées, les autorisations qui ont été données notamment au niveau de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez que le régulateur aussi essaie d'améliorer les choses. Donc en Côte d'Ivoire, on a un environnement qui est beaucoup plus propice à l'innovation, avec un nombre croissant de start-up et notamment de start-up technologiques. C'est encore faible, mais ça apparaît. On a aussi de plus en plus de structures d'accompagnement qu'on appelle des structures de soutien à l'entrepreneuriat et des structures de soutien à l'entrepreneuriat innovant. En Côte d'Ivoire, on a eu aussi plusieurs banques, on va dire banques étatiques, qui ont commencé à mettre en place des fonds destinés aux startups, des fonds d'innovation pour soutenir le prototypage, pour soutenir la mise à l'échelle, la mise en production et pour soutenir parfois même le développement commercial. Donc, on a des fonds de plus en plus qui se mettent en place. On a des startups qui se créent de plus en plus avec le soutien de l'environnement institutionnel et législatif. On a des banquiers qui commencent à s'ouvrir un tout petit peu en mettant en place ce qu'on appelle des hackathons ou des concours de business plan. Toutes ces choses qu'on n'avait pas forcément il y a 10-15 ans. Donc, vous voyez que l'environnement, chaque nœud, rappelez-vous de ce qu'on disait au début, chaque nœud de l'écosystème commence à s'activer, à faire plus et à échanger plus. Donc, maintenant, on a de plus en plus de ce qu'on appelle de fonds de capital risque qui viennent proposer des financements aux startups ivoiriennes. Toutes ces choses qu'on n'avait pas, on va dire la vérité, il y a 10 ans en Côte d'Ivoire. On a des consortiums de startups. Donc l'écosystème bouge, l'écosystème devient vibrant. Et on le note aussi au Bénin. Hein. Oui, on le note aussi au Bénin. Il faut dire que ce n'est pas qu'ici. On le voit aussi au Cameroun avec Douala et Yaoundé. On le note aussi ici au Bénin. Au Sénégal, Dakar est aussi une plateforme quand même reconnue, un écosystème reconnu vibrant de startups. Donc au Maroc, avec vraiment l'investissement des pouvoirs publics, on voit que la donne est en train de changer, notamment avec l'émergence de startups issues de la science. Ça, c'est encore une autre dimension de l'évolution des écosystèmes de startups en Afrique francophone. Plus d'acteurs, plus de financement, plus d'opportunités de marché et plus d'infrastructures et l'écosystème se construit petit à petit en faveur de ceux qui vont innover, ou au moins ceux qui en ont le courage. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur cet entretien au Bénin. Je rappelle que nous sommes à l'hôtel Azalaï. Quel message vous avez eu à l'endroit des participants puisque vous avez présenté plusieurs communications, qu'est-ce qu'on retient globalement de tout ce que vous avez entendu des Béninois et ce que vous leur avez apporté? Alors, la première chose qu'il faut dire, d'abord, il faut quand même remercier les autorités béninoises de nous avoir accueillis vraiment de façon très chaleureuse. On l'a vu par une présence très représentative dans la salle de différents types d'acteurs, PME, structures de recherche pour les universités pour les 2 derniers jours. Le message principal, la première chose, c'est qu'on est dans des efforts de sensibilisation qui sont accompagnés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, sa sœur Aripo,
pour les anglophones et puis aussi l'Office japonais. Donc, vraiment, il faut remercier parce que ce n'est pas la première année où nous intervenons dans des semaines nationales de la propriété intellectuelle et donc les efforts sont continus. Donc, ça démontre un vrai engagement, au moins au niveau de la gouvernance internationale du système de propriété intellectuelle. La deuxième chose, c'est une vraie curiosité et un vrai enthousiasme des PME et des chercheurs pour les 2 derniers jours, des PME et entrepreneurs pour les 2 premiers jours, pour les questions de la propriété intellectuelle. Ils ont compris qu'il faut valoriser. Ça, ils l'avaient déjà compris. Mais maintenant, qu'il faut le valoriser à travers une protection légale et en s'appuyant sur cette protection légale, ensuite, monter à l'échelle au développement international. Ça, je pense qu'ils l'ont mieux compris ces 2 derniers jours, à la fois avec des recommandations sur comment et des recommandations sur qu'est-ce qui est possible de faire ou qu'est-ce qui n'est pas possible de faire en matière de propriété intellectuelle. Donc maintenant, ils savent qu'il y a des outils, qu'il existe des outils différents pour se protéger. Ils ont également compris qu'on ne peut plus se protéger uniquement qu'avec un seul droit de propriété intellectuelle. Les innovations de maintenant sont plus complexes parce que les écosystèmes sont liés entre eux. Donc les flux de connaissances et de technologies sont beaucoup plus importants. Donc ça veut dire que nos innovateurs ici en Afrique n'ont pas d'autre choix que de s'adapter et de mettre en place des protections multiples autour de la même innovation. Je protège la marque, je protège la technique et je protège la forme. Donc ça, c'était aussi un niveau de complexité dans le comportement face à la propriété intellectuelle qu'il fallait aussi, bien sûr, inculquer. Je pense que ça, ils l'ont entièrement adopté. Au niveau des universités, il y avait vraiment de la compréhension de ce que c'est la propriété intellectuelle. La difficulté, c'était comment est-ce qu'on met en place un cadre institutionnel à l'université qui va permettre à la fois d'inciter nos chercheurs à produire des connaissances brevetables, mais aussi de les motiver à pouvoir commercialiser ces connaissances qui sont encapsulées dans des brevets. Donc, on a appris différentes méthodologies et différents questionnements qu'il faut se poser pour pouvoir mettre en place ou au moins commencer à mettre en place des groupes multipartites qui vont réfléchir à ces politiques de propriété intellectuelle dans nos universités et centres de recherche pour ensuite alimenter, bien sûr, la politique de propriété intellectuelle de l'écosystème béninois de l'innovation. D'accord. Ma dernière question, elle sera celle-ci. Où en sommes-nous avec la prise de connaissance, ou la prise de conscience, j'allais dire, en ce qui concerne le réflexe que devraient avoir ces inventeurs pour vite donc protéger leur invention. Je ne parle pas seulement du Bénin, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Quel est l'exemple de la Côte d'Ivoire que vous pouvez dire? Alors moi, je suis très contente parce que dans mon organisation à l'OITID, on fait des ateliers avec quelques années de travail avec l'OMPI. On a quand même commencé, nous aussi, à faire des ateliers gratuitement sur la propriété intellectuelle à destination des PME et des entrepreneurs, notamment des femmes. Donc, on a des personnes du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, etc. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que il faut encore faire beaucoup d'efforts de sensibilisation. On est très étonné aujourd'hui de voir des entreprises technologiques, des startups, non, des entreprises à fort potentiel de croissance, des startups, de voir que le nom de la startup est utilisé déjà par des milliers d'autres entreprises dans le monde. Ça veut dire qu'on est encore au début des efforts de sensibilisation quand il s'agit de la masse, je veux dire. Les expertises existent. Les experts, les usagers experts de la propriété intellectuelle, il y en a de plus en plus, d'accord? Mais pour que ce soit un comportement qui soit généralisé, on doit encore faire beaucoup plus d'efforts de sensibilisation, beaucoup plus d'efforts d'éducation et puis bien sûr s'appuyer sur des ambassadeurs. On a eu une jeune dame qui a développé des produits de maquillage à base de karité au Mali, du fond de teint à base de karité au Mali. Et quand on l'a pris en formation, on l'a pris dans le programme de l'OMPI dédié aux jeunes entrepreneurs. Donc, on l'a pris en mentoring individualisé. Au bout des 3 mois, quand j'ai rencontré les collègues du CEMAPI, l'Office de propriété intellectuelle au Mali, ils m'ont dit, dis donc, elle est devenue notre ambassadrice dans toute la région. Elle a commencé à organiser des coopératives de femmes. Donc, vous voyez, on est parti de la propriété intellectuelle et d'une bonne idée, bien sûr, en plus durable, pour aller à une structuration de la chaîne de valeur et pour aller, bien sûr, à ce rôle de canal d'intermédiaire qui est, on ne peut pas rêver mieux. En tant qu'expert international ou même nos collègues de l'OMPI, on ne peut pas rêver mieux que des locaux eux-mêmes se saisissent de la question, s'en emparent et en font la leur afin de pouvoir impacter d'autres personnes. Donc ça, je pense que ce serait le meilleur. On ne veut pas former un nouveau corps diplomatique d'ambassadeurs de la propriété intellectuelle, mais pour dire que si on réussit à convaincre quelques-uns,
et que si ces quelques-uns sont des personnes qui ont des impacts dans leur communauté, en formant quelques-uns, en vérité, vous formez le plus grand nombre. Docteur Mafeni Dosso, quel sera votre mot de la fin sur cet entretien? Et si vous avez un message à adresser aux Béninois ou aux chercheurs des universités de l'Afrique, vous regardez droit dans votre caméra pour le faire. Alors moi, le seul message que je voudrais quand même faire passer, parce que là, on était dans un atelier dédié à la propriété intellectuelle, donc je pense qu'il faut rester dans le vif du sujet. Ça peut être une notion qui est très complexe, parce que l'innovation même est quelque chose de plus en plus complexe. Donc, ce qu'il faut que les personnes, les universitaires béninois, dans ce cadre-là, où les PME font, c'est faire ce que j'appelle des petits pas. Commencez par faire des petites choses. Commencez par penser à chaque fois que vous avez une nouvelle idée, comment un aspect ou les aspects de cette idée peuvent protéger. On vous a appris qu'il y a différents types de propriété intellectuelle. On vous a appris que la propriété intellectuelle protège différents aspects d'une même innovation. À vous maintenant de contextualiser et de vous approprier cette thématique et ce questionnement autour de la propriété intellectuelle pour être sûr que tous vos efforts d'invention, d'innovation sont valorisés à leur juste titre et même encore mieux rémunérés et permettant d'avoir bien sûr un impact plus large sur la communauté et sur la société. Merci à vous, docteur. Merci pour tout ce que vous avez apporté sur cet entretien. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez suivi un entretien exclusif avec docteur Mafeni Dosso. Elle est économiste. Elle a présenté plusieurs communications sur donc cette semaine nationale de la propriété intellectuelle qui parle surtout en matière de positionnement de valorisons nos idées, protégeons nos créations. Et c'est bien sûr sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'organisation OMP, avec bien sûr la participation des acteurs de l'innovation, de la culture et de l'économie. Docteur Mafeni Dosso, une fois encore, merci. Merci beaucoup. À très bientôt.